Les lundis de l'histoire par Jacques Le Goff. Jean-Patrice Boudet, professeur à l'université d'Orléans. Comment et pourquoi vous vous êtes intéressé à ces problèmes ? Je m'y suis intéressé effectivement depuis maintenant, il y a plus de 20 ans, à partir d'un texte extraordinaire rédigé à la fin du XVe siècle par un astrologue de Charles VIII, Simon de Farre, qui a fait une histoire apologétique de l'astrologie des origines à lui. Et à partir de cette source tout à fait exceptionnelle, qui n'a pas de précédent et pas véritablement de suite, j'ai voulu élargir mon sujet à la magie et à la divination. Et donc c'est à partir de ce texte éblouissant que j'en ai rencontré un autre, encore beaucoup plus célèbre, le texte de Dante, où les devins sont châtiés éternellement en enfer en étant condamnés jusqu'à la fin des temps à marcher en avant, mais la tête en arrière, c'est-à-dire à être condamnés à ne plus voir en avant d'une manière normale, et donc ils sont punis par là où ils ont péché. Et dans cette partie de l'enfer, dans cette fosse de l'enfer, se trouve à la fois Michel Scott, qui est l'astrologue de Frédéric II, Guido Bonatti, qui est un astrologue italien extrêmement célèbre au XIIIe siècle, un certain Asdente, qui est un ancien cordonnier qui s'est fait prophète de la ville de Parme, et des sorcières qui ont gardé l'anonymat, mais qui sont elles aussi considérées comme des devineresses. L'astrologie est en partie confondue avec l'astronomie à l'époque, mais ceci dit, c'est le discours sur les astres, mais un discours sur les astres qui est fondé sur la connaissance du mouvement des astres. Donc l'astrologie bénéficie de son intégration au moins partielle aux arts libéraux, au quadrivium, et c'est donc de plus en plus, à la fin du Moyen-Âge, considéré comme une science autorisée, même si il faut respecter la toute-puissance de Dieu et le libre arbitre. La divination, en revanche, est quelque chose qui est absolument réprimé en tant que tel depuis le début de l'histoire de l'Église, et là-dessus, je dirais que les pères de l'Église, à commencer par saint Augustin, ont déjà assez largement fixé la norme. Donc personne, normalement, ne peut s'avouer devin dans l'Occident médiéval, même si, de fait, il pratique des techniques qui relèvent de la divination. La magie est quelque chose aussi qui n'est pas conceptualisé d'une façon évidente à cette époque. Le mot magica, l'adjectif substantivé existe, mais le mot magia est très peu prononcé. Et donc là, on a affaire à un savoir qui, pour nous, est déjà très difficile à appréhender, mais qui l'est tout autant au Moyen-Âge. Et effectivement, au lieu de magie, la plupart du temps, le mot que les savants européens emploient est le mot de nigromancia. Nigromancie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, c'est un mot extrêmement complexe. Normalement, la nécromancie, c'est la divination par l'invocation de l'esprit des morts. Et cela depuis l'Antiquité. C'est le sens étymologique. Mais il se trouve que c'est par le mot nigromancia qu'au moment des traductions arabo-latines des XIIe et XIIIe siècles, on a traduit un mot arabe, sir, qui veut dire la magie en général. Et donc, nigromancia, ça peut vouloir dire la magie en général. Ça a aussi un sens plus précis lorsque on parle, à partir du XIIe siècle, de nigromancie selon la physique. C'est en fait une expression très bizarre qui est à l'origine de la notion de magie naturelle qui commence à apparaître avec Guillaume d'Auvergne vers 1230. Donc, vous voyez, c'est une notion extrêmement polysémique qui peut désigner la nécromancie, mais de moins en moins, qui désigne de plus en plus soit la magie en général, soit la magie par invocation des démons
Et en fait, c'est ce sens-là qui domine de plus en plus à la fin du Moyen-Âge. Une partie des textes d'astrologie et de magie sont traduits très vite, dès la première moitié du XIIe siècle, à Tolède ou ailleurs, au contact du monde arabo-islamique. Ou alors, en Sicile, au contact avec le monde hellénique. Avec visiblement une demande sociale forte de la part, en particulier, de membres du haut clergé anglais, qui est particulièrement à la pointe dans ce domaine, qui semble avoir incité des traducteurs comme Adélard de Bath, dès le début du XIIe siècle, à se rendre dans les Arabum Studia, comme dans les centres d'études du monde arabe, pour aller chercher des textes qui, en fait, permettaient d'élargir le champ d'application de la magie que l'on connaît dans le monde anglo-saxon à cette époque, avant le XIIe siècle, c'est une magie essentiellement défensive, alors que là, ce qu'on trouve dans le monde arabe, c'est une magie beaucoup plus générale qui permet de faire tout et n'importe quoi, y compris les choses les plus fantasmatiques. Et puis, je crois aussi que, et là je pense surtout à l'astrologie, la quête des textes astrologiques a un but politique. Il s'agit, en quelque sorte, de récupérer le savoir des Arabes pour pouvoir l'utiliser éventuellement contre eux, mais d'abord à son propre profit. Parmi ces Anglais que vous venez d'évoquer, je ne voudrais pas quand même que nos auditeurs en ignorent un qui a écrit un texte particulièrement étonnant, c'est Adélard de Bath. Oui, Adélard de Bath a écrit donc ces questions naturelles qui sont absolument extraordinaires, dans lesquelles il y a un dialogue entre lui et son neveu à propos d'une visite qu'ils ont rendue avant la composition du traité chez une vieille sorcière qui leur a montré ces trucs de ce que nous appellerions, nous, de magie naturelle. Et le problème de la sorcière, c'est qu'elle est capable de montrer comment ça marche, mais pas pourquoi. Elle ne répond pas à la question du pourquoi. Et c'est cette question du pourquoi qui incite Adélard de Bath à faire toute une série de recherches qui relèvent de la science naturelle autant que de la magie naturelle, même si l'expression n'existe pas encore. Nous sommes vers quelle époque là, nous sommes vers 1115-1120, très tôt dans le XIIe siècle. Un texte fondamental qui a été traduit au XIIe siècle est le traité sur les grandes conjonctions astrales du savant persan Abou Machar, qui a été traduit donc de l'arabe en latin en Espagne. Et ce texte explique les grands événements historiques, aussi bien sur le plan religieux, politique, que sur le plan des grandes catastrophes naturelles, par le cycle des grandes conjonctions des planètes supérieures, Saturne, Jupiter et Mars. Or, qu'est-ce qui se passe en 1186 ? Non seulement les planètes supérieures, mais toutes les planètes se retrouvent dans le signe de la Balance, signe d'air. Et donc, la quasi-totalité des astrologues d'Orient, d'ailleurs, et d'Occident, prédisent des tempêtes épouvantables qui devront avoir lieu à cette époque. Un seul astrologue, semble-t-il, n'a pas hurlé avec les loups, c'est un certain William, un clerc anglais, qui, lui, aurait pu prédire quelque chose qui éventuellement aurait pu ressembler à la prise de Jérusalem par Saladin l'année suivante, en 1187. Mais tous les autres ont prédit des tempêtes épouvantables qui n'ont pas eu lieu. Et donc, ça a été le premier grand échec de la pronostication astrologique. Le deuxième grand échec ayant été en 1524, beaucoup plus tard, la prédiction d'une sorte de second déluge, puisque toutes les planètes se sont retrouvées cette année-là dans le signe des poissons, d'où l'augmentation de la production de barques en Allemagne, etc. Entre 1186 et, disons, 1345, c'est-à-dire quand même pendant un siècle et demi, les prédictions relatives aux conjonctions astrales ont connu un moindre écho, je n'ose pas dire une éclipse. Et c'est à partir de 1345 que, rétrospectivement, en partie, mais pas totalement,
les prédictions relatives aux conjonctions astrales ont repris, si j'ose dire, du poil de la bête, avec l'apparition de la peste noire de 1348, qui a été interprétée après coup comme étant une conséquence d'une conjonction dans un autre signe d'air, les Verseaux.